L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une passion qui sert à faire évoluer la société, à rendre le monde meilleur et inclusif. Parce que je crois fermement que l'entrepreneuriat peut être un catalyseur de changement positif pour tous, explorons-le ensemble avec un regard particulier. Ensemble, mettons en lumière celles et ceux qui œuvrent pour un impact positif dans la vie des personnes en situation de handicap et pour la société. Vous êtes prêts à découvrir des histoires inspirantes ? C'est parti ! Salut, c'est Maxime du Média en Lumière. Bienvenue sur ce 4e épisode où j'ai plaisir à accueillir Jerry Journeau, le cofondateur d'Accessiway France. Nous y évoquerons l'accessibilité numérique sous toutes ses formes. J'espère que l'épisode te plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jerry, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Donc ce sera le 4e épisode du podcast En Lumière. Merci beaucoup pour l'invitation. On va commencer tout de suite par une présentation, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Donc, je me présente, je suis Jerry Journeau, 34 ans, papa de 2 enfants. Et surtout, je suis cofondateur et dirigeant de l'entreprise Accessiway France. Et donc, je suis ravi aujourd'hui d'évoquer avec toi l'accessibilité numérique. Souvent, on se tutoie. On peut se tutoyer. Super. Et évoquer ce sujet ô combien important avec toi aujourd'hui. Oui, bien sûr. En plus, un sujet que je n'ai pas évoqué jusqu'ici, donc hyper intéressant d'en savoir plus. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'ici Alors moi, j'ai toujours... C'est une seconde vie professionnelle. Avant ça, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans un monde qui est complètement différent et qui est celui de la mode et du prêt-à-porter. Donc, c'est une reconversion. J'étais entrepreneur et fondateur et créateur de mode, tout simplement, pendant de longues années. Et c'est vrai qu'avec le temps et le Covid, etc., a fait que mes envies, ma vision du monde aussi a évolué. Et c'est vrai que petit à petit, le sujet de l'accessibilité numérique était déjà un peu installé dans mon quotidien parce que j'avais été confronté à cela sur justement une de mes précédentes expériences. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a présenté Accessiway et qu'ils avaient envie de se développer en France, pour moi, ça a été hyper évident, en tout cas, de participer à cette aventure et donc de créer de toutes pièces ce sujet parce que pour moi, ça cochait énormément de cases, dont le côté évidemment impact et avoir du sens dans son quotidien. Et pour moi, c'était devenu de plus en plus important. Et pour remettre ça dans le contexte, on était à l'époque début 21, où le sujet de la métaverse, Web3 était très important. Okay. Et c'est vrai que sur une des conférences lesquelles je participais, je voyais une personne aveugle, justement, participer et la façon dont elle prenait les informations à travers son lecteur d'écran, etc. Je me suis dit, c'est quand même vachement dommage. On parle de Web3, de Web4, de Web5. Et qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui doivent être encore faites pour améliorer le quotidien de tous ces petits utilisateurs. Et je me suis dit, quitte à aller se concentrer vraiment sur le futur, déjà se concentrons sur le présent et essayons de faire avancer et évoluer les choses. Et c'est pour ça que l'accessibilité s'est imposée petit à petit pour moi comme une évidence et dans ce nouveau challenge, en tout cas entrepreneurial. Ok, parfait. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Accessiway finalement ? Qu'est-ce que c'est ? Accessiway, c'est un projet européen. Donc, on a créé Accessiway, a démarré en Italie, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et l'idée, c'est de pouvoir créer la plus grande synergie d'Europe en termes d'accessibilité numérique. Donc, on a ouvert en Italie, en Allemagne, en Autriche, et nous, plus récemment, en France, avec pour objectif de créer, en fait, le meilleur service et le meilleur accompagnement pour nos clients, qui sont, eux, présents sur différents territoires, et sur lesquels, en fait, on va pouvoir les accompagner de A à Z. On va y venir un peu plus tard, mais en tout cas, les accompagner de A à Z et surtout leur permettre de prendre en compte vraiment cet aspect de réglementation européenne et aussi de pouvoir synchroniser leurs différentes équipes sur les différents territoires. Et pour nous, c'était hyper important d'avoir cette présence et on a encore pour ambition d'ouvrir encore plus de nouveaux bureaux et antennes à travers l'Europe. Ok. Effectivement, on reviendra après sur tout ce qui est réglementation alors mondiale, européenne, française, parce que je pense qu'il y a quelques points à éclaircir. Mais juste avant... pour cette présentation. Et en fait, qu'est-ce que vous proposez finalement concrètement Alors nous, on est un cabinet spécialisé en accessibilité numérique. On ne fait que ça. Okay. Et on a pris aussi le parti pris de pouvoir intégrer en fait l'ensemble des services possibles et concevables en fait pour accompagner nos clients. Donc lequel on va faire évidemment avec nos experts en accessibilité. On va permettre à nos clients d'être accompagnés à travers des audits. Donc toute la partie aussi de mise en conformité, donc on va y revenir un peu plus tard. On va les accompagner aussi sur de la remédiation à travers des experts en accessibilité qui sont développeurs aussi ou sur différentes particularités, donc pour leur permettre d'améliorer justement leur outil numérique à ce niveau-là. On va faire aussi de la formation, justement, pour aussi permettre et le transfert de compétences et aussi former les équipes
Je pense notamment, un exemple assez simple, c'est toute la partie création de contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui va créer une newsletter va prendre en compte les aspects de l'accessibilité numérique? Est-ce qu'elle est suffisamment lisible, etc. Donc, leur fournir vraiment les informations nécessaires. Et on va aussi proposer des outils qui sont, eux, basés sur l'intelligence artificielle et qui vont permettre soit d'apporter des solutions, des fonctionnalités supplémentaires sur un site en termes d'accessibilité, soit qui va permettre aussi, en parallèle, pour des gens, pour des entreprises qui ont des importants nombres de sites, de pouvoir traquer, monitorer l'ensemble des audits et les aider justement dans ce développement et d'utiliser l'intelligence artificielle pour leur permettre en fait d'être accompagnés et un peu de vérifier et aussi d'auditer régulièrement pour être sûr que chaque étape est bien respectée. Ok, très clair. Et alors pour rentrer dans le vif du sujet de l'accessibilité numérique, en fait, concrètement, comment tu pourrais expliquer ça finalement? Qu'est-ce que c'est que rendre le numérique accessible? C'est tout simplement, voilà, c'est le rendre tous les outils numériques accessibles aux personnes handicapées, mais pas que. C'est tout simplement, si jamais on peut transférer sur sur le monde physique et le monde réel, c'est de se dire, par exemple, au pied d'un hôtel ou d'un immeuble, etc., on prend l'habitude aujourd'hui d'avoir des rampes, des choses comme ça qui vont permettre évidemment aux personnes à mobilité réduite de pouvoir l'utiliser, mais pas que. Une personne âgée, une maman, une papa avec une poussette et autres. Nous, notre métier, c'est de se dire comment faciliter et rendre accessibles les outils numériques pour toutes les personnes. Donc évidemment pour les personnes aussi handicapées, et de se dire est-ce que la façon dont a été conçu cet outil numérique par le concepteur, est-ce qu'il a bien pris en compte de se dire que l'application ou le site web va être aussi utilisé par une personne aveugle ou une personne qui va utiliser de la dictée vocale et sans avoir forcément l'utilité d'une souris par exemple. Donc ça va être de prendre un peu et d'ouvrir un peu ce prisme un petit peu différent sur la vision du produit numérique. Ok. Et tu dis justement quelque chose d'important. Donc on parle vraiment d'accessibilité numérique et pas que accessibilité web, pardon. C'est vraiment, ça Oui, prend parce compte que en fait tous les outils numériques. on va travailler aussi bien sur des applications mobiles, sur des sites web, sur des intranets. Donc vraiment un peu tout Ok. ce qui est des bornes, Ah ouais, d'accord. bandes de commandes, des choses comme ça. Donc vraiment tout ce qui est lié au numérique et de se dire comment on va pouvoir optimiser l'expérience utilisateur. Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est l'utilisateur au final. Bien sûr. Ok. Et alors, bon, c'est vrai que c'est jamais évident d'avoir des chiffres très précis, mais bon, j'imagine qu'il y a des nombres de sites internet, il y en a des millions, je pense. Est-ce que tu as à peu près une idée, plus ou moins, de sites qui sont accessibles ou pas, hein, ça se trouve, C'est toujours effectivement un peu compliqué, surtout que c'est en train de bouger. Ouais. Et en France, on peut globalement, on estime autour de 5%, un peu moins de 5% aujourd'hui des sites qui sont vraiment accessibles. Donc il y a encore énormément de marge de manœuvre, de progression à faire là-dessus. Et c'est aussi tout aussi la beauté de notre métier, et qui est aussi une mission de pouvoir accompagner, de pouvoir changer les habitudes, de pouvoir aussi faire découvrir l'accessibilité numérique, non pas qu'aux usagers, mais surtout aussi aux concepteurs d'applications, aux concepteurs de sites. Ça, c'est important. On se rend compte aussi qu'en termes de formation, c'est des sujets qui sont encore qui sont pas encore assez mis en avant. Je pense notamment à cela, à l'éco-conception, à d'autres choses qui sont des nouvelles thématiques qui prennent de plus en plus d'importance. Mais c'est vrai que c'est important que dès les écoles, dès les formations, on puisse inculquer cette notion-là qui est ô combien importante et qui on sait que ça va être dans le temps, que ça va faire vraiment des améliorations et des changements qui sont importants. Ok. Et donc, entre un site accessible, ça s'adresse aussi à qui finalement? Est-ce que, parce que c'est vrai en tout cas, on a tendance à se dire, tiens, on regarde un écran, donc peut-être c'est plutôt handicap visuel, mais j'imagine que ça s'adresse aussi à d'autres types de handicap. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. L'accessibilité numérique, elle s'adresse à tout type de handicap, globalement. On va juste faire deux familles. On va utiliser la première famille sur laquelle que nous, on accompagne. Ça va être la partie moteur, cognitif et visuel. Donc ça va être vraiment sur ces grandes familles-là. Et après, on va avoir une deuxième partie qui sera plus sur la partie sourd et malentendant, où là, on va utiliser en fait l'accessibilité numérique, non pas à travers le code, etc., mais plutôt sur l'échange, la communication, et aussi comment on va appréhender un contenu. Donc là, il y a déjà des acteurs, je pense notamment à Axéo Tadeo, qui font énormément de bien à ce niveau-là et qui permettent en fait de mettre énormément de relations, en tout cas de tous ces services contacts, etc., et permettre les gens de la communication. Et pour revenir donc sur ta première question, on va travailler effectivement sur comment le site va être fait. Est-ce qu'il va être bien suffisamment pensé et codé pour qu'un lecteur d'écran, donc une personne non-voyante, puisse suffisamment récupérer la bonne information, qu'elle puisse aussi naviguer sur le site, parce qu'elle ne va pas utiliser la souris, elle va utiliser la navigation par clavier. Donc, est-ce que lorsque je vais tabuler avec mon clavier,
Est-ce que la hiérarchisation, pardon, le parcours, celui-ci va être suffisamment optimal? C'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir le bon ordre? Est-ce que je vais pas avoir ce qu'on appelle des pièges au clavier aussi, comme un slider un petit peu infini? Donc ça aussi, ça va être important de bien baliser dans le parcours utilisateur. Et après, pour toutes les personnes qui vont avoir des déficiences visuelles, ça va être évidemment sur la partie des contrastes, sur la partie de la taille des caractères, sur la partie de la lisibilité. Pareil, enfin, sur la partie aussi des personnes qui ont des troubles cognitifs, par exemple, ou même indirectement sur... et après, il y a des critères pardon, qui sont aussi multi-handicap. Je pense notamment celui, par exemple, quand on a un lien ou d'autres choses, ou le traitement de la couleur, lorsqu'on va avoir un lien et qu'on va écrire un lien en bleu, par exemple, et qu'on n'affiche pas suffisamment que ce soit un lien souligné ou entre parenthèses, ceci est un lien, etc. Une personne daltonienne qui ne va pas forcément détecter le bleu ne va pas voir que ce lien est cliquable. Une personne qui a des troubles cognitifs aussi, on va devoir lui fournir un peu plus d'informations pour lui mettre bien en avant que c'est ici, c'est cliquable et que ça va accéder à une autre page. Donc vraiment, c'est assez riche à ce niveau-là et c'est ça qui est, pour moi, extrêmement passionnant. Oui, ouais, c'est clair que c'est presque une science en fait finalement en soi. En tout cas, ça demande de la réflexion voilà, pour concevoir un site pleinement accessible. Tout à fait. Et j'imagine qu'il y a alors on l'évoquait un petit peu au début de l'épisode, qu'il y a des normes référentielles, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que tu peux en dire plus sur Oui. ce qui existe? Alors, il faut savoir que il y a différentes référentiels et normes. On va dire que principalement aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les WCAG, les World Content Accessibility Guidelines, qui est un petit peu la bible de l'accessibilité et qui permet en fait de recenser vraiment toutes les bonnes pratiques sur le sujet. Donc c'est une thématique qui est constituée à travers le W3C, qui est le World Web Consortium. Donc c'est vraiment les têtes pensantes à ce niveau-là et qui fournissent toutes les recommandations sur, comme je viens de vous le dire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Les WCAG vont servir de base pour différentes réglementations, notamment par exemple aux États-Unis, en Europe, etc. Et nous, en Europe, on a, à travers l'European Accessibility Act, l'Union européenne a demandé à tous les pays membres aujourd'hui de prendre en compte le sujet de l'accessibilité et à chaque pays membre de dire prendre en considération les WCAG. Donc nous, en France, par exemple, on a créé un référentiel qui importe, qui est assez particulier, qui est assez bien fait à ce niveau-là, c'est qu'il va accompagner les entreprises et les organismes publics pour leur permettre d'avoir une méthodologie pour justement rendre, pour pouvoir appliquer le WCAG au mieux et surtout les accompagner dans cette transformation digitale. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas non plus ce qu'on appelle un one-shot ou d'un seul coup, c'est un process d'accessibilité numérique. C'est un parcours qui évolue dans le temps et ça, c'est hyper important de prendre ça en considération. Et en fait, le RG2A, donc le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité, va permettre en fait justement d'accompagner, de fournir les outils nécessaires pour les entreprises qui démarrent ou qui prennent en compte cette thématique, pour justement leur permettre d'accompagner dans le temps et être sûr que justement les étapes sont bien atteintes, les objectifs, et être sûr qu'on puisse un petit peu balayer l'ensemble des sujets. Voilà un petit peu de façon très simple et très claire le sujet du RG2A et des réglementations. Et Ok. après, chaque pays membre de l'Union peuvent avoir aussi différentes réglementations, différentes variantes. C'est pour ça aussi, par exemple, en Italie, il y a quelque chose de différent, en Allemagne aussi. Et donc, et ça tend un petit peu. Donc, c'est aussi cette importance, nous, de pouvoir gérer un peu le sujet à l'Union au niveau européen pour un peu à toujours avoir cette vue, cette expertise et d'avoir à chaque fois les compétences les plus locales et les plus expertes pour permettre le meilleur accompagnement à chaque fois. Et est-ce qu'il y a un peu qu'on peut avoir dans la data, je crois, donc la CNIL qui est un peu office de policier à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi au niveau accessibilité? Est-ce que c'est vraiment une loi dans laquelle on est obligé d'être accessible? Est-ce que c'est plus des recommandations? Alors, Comment? jusqu'à présent, moi j'aime bien faire le parallèle avec le RGPD, expliquer qu'on est sur un sujet qui est assez similaire avec, si vous voulez, différentes phases d'application. Donc on va dire que jusqu'à avant 2020, 2023, enfin, en tout cas avant le Covid, il y avait vraiment une importance d'informer, de sensibiliser. Donc ça, c'était plutôt bienveillant, on va dire. Donc par exemple, depuis 2019-2020, les entreprises qui réalisent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires ont l'obligation de respecter le RG2A. Donc on pourra revenir un petit peu plus tard sur ce que c'est comment on est conforme. Et les entités publiques aussi. Donc ça, c'était un premier sujet. Il y avait des amendes qui ont été officiellement créées, jusqu'à 20 000 euros par an et par site web,
Pour information, et jusqu'à présent, sauf à ma connaissance, aucune n'a été vraiment délivrée. Ok. Mais par contre, on sait que depuis 2024, enfin depuis janvier 2024, il y a eu des nouveaux organismes de contrôle qui sont faits vraiment pour accompagner, dont notamment l'ARCOM, qui se charge. Et maintenant, même, on a des nouveaux formulaires sur lesquels on peut faire remonter des problèmes d'accessibilité directement auprès de l'ARCOM. Et qui, eux, ou par exemple aussi, on a la Monnaie de Paris, la Banque de France, pardon, qui sont là aussi pour contrôler de plus en plus. Et justement pour permettre de bien réguler de plus en plus toute cette partie de contrôle. Ok, ouais, donc c'est vraiment quand même quelque C'est chose en qui est train de quelque chose qui est demandé. en train de monter énormément, et à partir de 2025, autour de 2025, le principe aussi de l'accessibilité doit être de plus en plus large, et les entreprises qui vont réaliser entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires vont être aussi obligées de prendre en compte le sujet. Donc c'est en cours de rédaction, en cours oui, de rédaction et d'application. Mais en tout cas, c'est dans le projet qu'à partir de 2025, on doit pouvoir faire cela et avoir tous les changements pour la suite. Ok, très clair. Et alors pour rentrer encore plus dans le sujet, c'est vrai que tu parlais du référentiel. Concrètement, alors bon, évidemment, tu vas pas nous réciter tout le, tout le référentiel, mais qu'est-ce qu'on peut y trouver? Est-ce que tu peux nous dire quelques règles, un petit peu, voilà, des bonnes pratiques? Alors, pour pouvoir déjà être conforme au référentiel au RG2A, il faut faire figurer en fait en bas de son site, au niveau au niveau du footer, donc en bas, à côté de mentions légales, conditions générales de vente, etc. On doit faire figurer une page qui s'appelle déclaration d'accessibilité. Dans cette déclaration, on doit faire figurer au moins 3 éléments obligatoires. Le premier élément, ça va être un résultat d'un audit. Cet audit-là, il prend en compte en fait 106 critères qui ont été récupérés donc par la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui a créé le RG2A, et qui a pris en fait, qui a sélectionné parmi les critères du WCAG, donc le fameux WCAG, 106 critères qui vont permettre en fait de couvrir énormément de contrôle, de points de contrôle sur différents types de handicap et d'utilisation. Donc une fois qu'on a fait sur ces 106 critères, on va pouvoir les auditer, et donc on va avoir une notation. Et ça va permettre, en fait, on va auditer un scope assez représentatif du site, donc un nombre de pages. En général, on a entre 15 et 20 modèles de pages, ça dépend après de la taille du site, et sur lesquels on va pouvoir, si vous voulez, si tu veux, contrôler et obtenir cette notation. Entre est-ce qu'un critère est conforme, non applicable, et à la fin, ça va donner donc une notation sur le site. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, de 0 à 50%, le site, si la note est inférieure à 50%, le site est considéré comme non conforme. De 50 à 99%, il est considéré comme partiellement conforme. Et lorsqu'il atteint la note de 100%, il est conforme. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ce que je dis souvent à nos clients, c'est que l'objectif, évidemment, c'est de se dire qu'on essaie d'avoir le site le plus conforme. Mais aujourd'hui, le plus important de ce premier audit, c'est de dire comprendre sa situation. Comprendre et de se dire comment je vais pouvoir améliorer l'accessibilité. On peut avoir un site qui peut avoir une bonne note, qui peut, si on travaille que sur la note. Mais par contre, on peut se rendre compte que ça peut être un site e-commerce bien fait, où les formulaires sont bien faits, enfin bon, bref, vraiment le bon élève. Mais manque de bol, on se rend compte qu'au moment de payer, on doit faire valider par un CAPTCHA. Et là, en fait, on a donc le CAPTCHA, donc qui va retirer une certaine notation. Mais mine de rien, l'usage propre le rôle propre du site perd tout son sens. Parce qu'on n'est plus du tout accessible, parce que la personne ne peut pas effectuer son achat. Donc ça va être ça aussi une partie de notre travail. Ça va être d'accompagner et de bien faire comprendre que oui, on peut aller chercher une note, mais ce qui est important, c'est l'utilisateur, l'usabilité du site, et de se dire comment je vais pouvoir améliorer et prendre au maximum ces considérations. Donc, le deuxième élément, et pour faire la transition, le deuxième élément obligatoire qu'on doit faire figurer sur cette déclaration, ça va être ce qu'on appelle un schéma pluriannuel. Le schéma pluriannuel, c'est tout simplement la feuille de route du site web, ou alors de l'entreprise, la politique de l'entreprise, pour bien comprendre ce qui va se passer sur les 3 prochaines années concernant l'accessibilité numérique. Donc elle peut avoir différents volets, ça dépend de la taille et ça dépend de l'ambition après. Mais c'est à l'intérieur de ce document où là, on va pouvoir expliquer, oui, on va faire notre audit à cette taille, on a effectué notre audit, on a effectué les listes des points qu'on va devoir remédier, les remédiations auront lieu à telle ou telle période. En parallèle, le service RH aussi va travailler sur l'accessibilité numérique parce que c'est un sujet qui est hyper riche. Et on va aussi intégrer, par exemple, le fait de comment aujourd'hui un talent peut postuler dans une entreprise. Est-ce qu'une personne aveugle, le parcours pour postuler est suffisamment bien pensé? Donc ça va être une des choses qu'on va pouvoir aussi travailler avec elle. Et petit à petit, on va travailler avec elle pour créer un peu cette feuille de route globale sur toute la thématique de l'accessibilité numérique. Donc c'est ce qu'on appelle le schéma pluriannuel. Alors c'est pas un document qui est gravé dans le marbre et qui doit être sorti d'un coup. C'est quelque chose qu'on va écrire aussi aux côtés du client, avec évidemment des grandes lignes directrices et avec des grands objectifs.
Et puis après, petit à petit, de pouvoir le tenir informé et puis le tenir à jour. Ouais, bien sûr. Et enfin, le troisième point sur le schéma pluriannuel, donc une fois que, pour récapituler, on a audité, on a planifié maintenant, on sait à peu près ce qui va se passer. Et le troisième point, c'est on doit faire figurer ce qu'on appelle un point de contact. Donc là, ça peut être soit un référent d'accessibilité numérique auprès d'une entreprise, soit alors ça va être une adresse mail ou un numéro de téléphone, où là, ça va servir en fait, comme son nom l'indique, à l'usager handicapé ou pas que, de pouvoir faire remonter son expérience, de pouvoir prendre une solution alternative. Est-ce que, par exemple, si je prends l'exemple de ce fameux site e-commerce avec le CAPTCHA, est-ce qu'à travers un numéro de téléphone ou une adresse mail, la personne peut effectuer son achat? On va lui fournir un parcours alternatif. Et enfin, pour laquelle elle va pouvoir faire remonter son retour d'expérience, tout simplement. Et en fait, l'avantage et l'importance de cette déclaration, c'est qu'elle va servir un peu de guide pour une personne qui va avoir soit des troubles sur un site, et au moins, alors ça c'est la partie théorique, en tout cas, grâce à cette déclaration, elle va pouvoir avoir rapidement un état et de se dire oui, je sais que j'ai pas besoin d'aller chercher ou forcer cette fonctionnalité, je sais qu'elle n'est pas accessible sur ce site, donc je vais pouvoir faire remonter, etc. Donc ça, c'est ce qui est important, c'est la première base, la première pierre, c'est de faire sa déclaration, et ce qui permet en fait de fournir et côté usager et côté entreprise une première photo de la situation au niveau de l'accessibilité d'un site. Ok. Et justement, avec une entreprise, à quel moment finalement vous intervenez pour rendre un site accessible? Est-ce qu'une fois que le site est en place, c'est peut-être plus difficile parce qu'il faut potentiellement modifier certaines choses? Est-ce que en général, les entreprises attendent de faire une refonte ou tout simplement la création d'un site s'il n'est pas existant? Nous, par usage, on a l'habitude d'intervenir sur 3 étapes. En tout cas, l'accessibilité, on peut la voir sur 3 étapes. La première, c'est par exemple, on a une grande entreprise qui peut avoir ce qu'on appelle une web factory. Donc, elle va travailler, en fait, elle va créer une 50aine de sites pour un groupe, etc. Et là, à défaut de créer avec elle plein de sites accessibles, on va travailler avec elle sur ce qu'on appelle les composants. Donc, ça va être par exemple un menu, une barre de recherche, vraiment tout ce qui va pouvoir, un peu comme un petit Lego, où à défaut d'auditer l'ensemble de tout, on va auditer brique par brique. Et en fait, à partir de là, ça va leur permettre, chaque fois qu'ils vont créer un nouveau site, un nouveau support, une nouvelle appli, etc., d'être bien veillé que tout ce qui va les composer est déjà accessible. Ça, c'est la première chose. Le deuxième état aussi, c'est de se dire, voilà, une entreprise ou une entité publique nous informe qu'elle va être sur un site d'une refonte. Donc là, on va pouvoir aussi l'accompagner dès le début. Donc dès les wireframes, dès les maquettes, l'UI/UX, le Figma, et sur lesquels en fait on va pouvoir justement intégrer cela et dès le début. Alors ça a énormément d'avantages. L'avantage numéro 1, ça va être surtout l'accessibilité. C'est souvent un sujet qu'on va prendre un peu, pas comme une contrainte, mais plutôt on peut avoir le réflexe de se dire ça va limiter la créativité, ça va limiter l'expérience immersive, etc. Et en fait, et le fait de pouvoir l'intégrer dès le début, pas du tout. Ça ouvre en fait une réalité du champ du possible. Ça permet aussi de reprendre un peu, de rechanger au plus certaines habitudes. Et ça, c'est hyper important. Et même au niveau de la créativité, c'est ce qui permet de débloquer beaucoup de choses. Et donc, en faisant cela, on va pouvoir mieux contrôler, au-delà de sa note, mais mieux contrôler encore plus son expérience utilisateur et anticiper au maximum. Et ça permet en fait, dès le début, de prendre en compte les bonnes pratiques, les bonnes habitudes et de sortir le site qui se veut le plus accessible et alors by design, mais en tout cas de plus naturel et sans qu'on se rende compte que l'accessibilité a été rajoutée à la fin parce qu'il fallait la rajouter, etc. Au moins tout a été conçu et une personne, peu importe, c'est pour reprendre encore le parallèle avec le monde physique, c'est un peu comme un architecte qui refait une salle de bain avec une poignée au niveau de la baignoire ou autre, si jamais cela a été pensé dès le début, on peut se dire que la poignée a été de la bonne couleur, de la bonne matière, du bon matériau et qui va être en adéquation avec tout le reste de la salle de bain. Et si jamais derrière, on ne le fait pas suffisamment tôt, mais vraiment à la fin, on peut se retrouver avec une poignée en plastique PVC achetée sur un site rapidement et posée, et ce qui ne sera pas forcément le plus esthétique. Donc c'est ça qui est important de bien prendre en compte dès le début. Et ça permet en fait vraiment d'avoir le site qui soit sur les bons rails. Et enfin, le troisième point, c'est effectivement un site qui est déjà existant sur lequel on va pouvoir auditer et on va pouvoir donc fournir la liste des remédiations. Et là, soit pouvoir mettre en place beaucoup de ce que j'appelle des quick wins, des petites modifications sur lesquelles on va pouvoir vite apporter des améliorations, ou alors tout de suite de pouvoir hiérarchiser ou mettre en avant les points les plus importants sur lesquels on va pouvoir remédier. Donc c'est vraiment avant, pendant et après en fait la création d'un site web sur lesquels on peut intervenir. Ok, ouais, donc à toutes les étapes. Tout à fait. Donc même si c'est mieux effectivement de soit la création, soit au moment de la refonte, comme ça on en profite. Exactement.
Mais alors, justement, tout ce que tu dis là, c'est vrai que ça me fait penser que finalement, c'est un métier hyper complet parce qu'il faut à la fois, bon, bah, évidemment, savoir développer puisqu'il s'agit de développement. Il faut avoir aussi comme une sacrée compétence donc UX, donc d'ergonomie de site web, du I, donc d'avoir un peu aussi Tout à fait. l'esprit design. Donc en fait, dans l'agence, chaque personne c'est un peu tout faire ou est-ce que vous êtes quand même assez siloté, chaque personne a sa tâche On est évidemment tous sensibles et on connaît tous évidemment le sujet. Ouais, ok. Après, chacun a ses spécialités. Donc, j'ai des experts qui sont bien meilleurs que moi en termes d'expertise, en termes d'UX, en termes de dev, etc. Vraiment, qui vont apporter vraiment une vraie valeur ajoutée. On travaille aussi, on a en interne aussi des personnes handicapées aussi qui nous permettent de nous donner le meilleur témoignage. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sujet où il faut aussi leur donner la parole. Il faut aussi, enfin voilà, ça reste pour nous la base. Donc, c'est quand même le plus simple possible de pouvoir avoir recueillir leurs témoignages, leurs retours, les tests utilisateurs, les choses comme ça sont quand même la base de la base. Et après, on va avoir des experts, soit en réglementation, soit en UI, soit en UX. Et c'est de pouvoir en fait réunir, on prend ça un peu, on appelle ça la cuisine Ok. chez nous. Donc c'est quand on envoie la cuisine, chacun a son poste. Et c'est comme ça qu'on accompagne au mieux et c'est comme ça qu'on travaille. Donc chacun est vraiment spécialiste. Et après, évidemment, il y a un fil conducteur, il y a des chefs de projet qui sont là et Oui, qui bien sûr. contrôlent et qui adaptent. Et encore une fois, aussi, l'autre challenge, c'est aussi d'inclure le client aussi. Parce que nous, on est là pour les accompagner, leur préparer au maximum. Mais derrière, l'idée, c'est quand même de leur fournir toutes les informations pour qu'elles puissent très facilement améliorer leur site web ou leur application. Ok. Et en termes de clients, est-ce qu'il y a une typologie un peu précise que tu vois ou est-ce que non, tu touches vraiment de la multinationale, comme tu disais, de la mairie C'est du coin c'est la deuxième chose que j'aime le plus dans mon métier, c'est que notre client, c'est Internet. Donc, Ok. on peut travailler aussi bien avec la petite commune de 5000 habitants, où là, on va parler directement avec le maire, qui va être avec la personne qui va gérer son WordPress, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant aussi parce que parce qu'il y a un vrai champ, enfin, il y a un contact, il y a aussi des vraies situations. Donc, ça, c'est hyper enrichissant. Et à côté de ça, on peut travailler évidemment avec des grandes multinationales présentes sur différents territoires et chacune va avoir son enjeu. On va travailler pour des chaînes de restaurants où là, on va travailler sur justement le parcours, le store locator, les choses comme ça, sur lesquelles comment on peut travailler au mieux pour rendre cette fonctionnalité accessible. On va travailler pour des constructeurs automobiles aussi et de se dire comment véhiculer une passion auprès, par exemple, d'une personne aveugle et de se dire comment faire retranscrire les lignes, comment faire retranscrire la valeur d'une entreprise ou d'un nouveau modèle. On va travailler aussi avec des gens qui travaillent des entreprises leaders au niveau du déchet, par exemple, de se dire comment véhiculer tout le programme RSE. On va travailler sur des fédérations de sport. Donc là aussi, de se dire comment être sûr que les licenciés, les informations, les grands tournois sont bien retranscrits au niveau des informations. Donc vraiment, c'est ça qui est génial, c'est cette largeur, cette richesse en fait de clients qu'on a. Et chaque client et parce que chaque utilisateur est unique, hein, on va avoir aussi son parcours spécifique, ses enjeux. Et nous, après, par rapport à ces fameux experts qu'on a, en fait, ils se rendent de plus en plus experts parce que quand on va travailler sur 5-6 projets de restauration, au bout du 7e projet, on va pouvoir anticiper et même apporter de l'expérience à ce niveau-là. Et donc, c'est chacun à chaque fois une sorte de montée en compétences globale et c'est hyper intéressant et enrichissant. En fait, on apprend tout le temps. C'est un métier et globalement, l'accessibilité numérique évolue sans cesse à travers les technologies, à travers la réglementation, à travers les outils, que ce soit Vision Pro, que ce soit sur plein de choses. On sent que c'est quelque chose qui bouge énormément. Donc voilà, après, notre métier, c'est d'être toujours, avoir les yeux ouverts, ou en tout cas, bien prendre les connaissances et de se tenir informé sur le marché et sur ce qui se passe sur la suite. Ok. Alors ensuite, je me suis noté 2 petites questions. Alors là, c'est un peu la technique qui parle, mais bon, on va essayer d'être quand même assez simple pour toucher, enfin pour que tout le monde puisse comprendre. Mais donc en gros, le fait de rendre un site accessible, est-ce que ça peut alourdir le site en lui-même? C'est-à-dire, demain, je me rends sur un site qui est accessible, est-ce qu'il va être plus lent à charger qu'auparavant s'il n'était pas accessible? Est-ce que ça vient alourdir le site ou non? Est-ce que c'est tout à fait transparent Non, il n'y a pas de répercussion réelle Ok. sur le chargement. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il peut avoir, même quand par exemple nous on utilise une solution, on peut aussi proposer des solutions de surcouche qui vont apporter des solutions. Donc on pourrait se dire ça pourrait alourdir un peu le Ouais, bien chargement, sûr. mais c'est des solutions qui sont asynchrones à 0,2 secondes. Donc ça se charge après que le site soit chargé. Donc il n'y a aucune prise de considération, en tout cas par Google, en termes de référencement, en termes de perf pur. Mais globalement, le fait qu'un site qui soit bien accessible, on est assez... Rendre accessible, c'est enlever le superflu.
c'est rendre quelque chose essentiel. Donc, en fait, ça fait l'effet inverse même. Exactement. Ça Donc, on est l'allège. plus proche, on est plus proche de thématiques et des recommandations de l'éco-conception. Ok. Donc, quelque chose qui est extrêmement actuel. Donc, on va essayer de se dire comment rendre le site le plus pur possible. Et à la fois de se dire, est-ce que je dois pouvoir conserver des expériences immersives? On parlait tout à l'heure de la métaverse, de la 3D, de l'immersion, etc. Et à côté de ça, de se dire, bah voilà, est-ce qu'une image, elle a vraiment besoin d'être une image à ce niveau-là? Est-ce que cette décoration, elle est vraiment utile ou pas? Donc c'est un effet un petit peu hyper intéressant de se rendre un site qui se veut le plus pur possible. Mais pur ne veut pas dire pauvre. Oui, bien sûr. Ça peut être hyper efficace aussi. Donc à ce niveau-là, non, ça apporte que du bienfait. Ça va apporter aussi, mine de rien, l'aveugle le plus connu du web, il s'appelle Google. Donc on parlait tout à l'heure justement des lecteurs d'écran, donc quelque chose de tout simple. Quand on va fournir en fait une image, on doit pouvoir décrire le contenu d'une image à travers ce qu'on appelle un texte alternatif. Donc c'est principalement utilisé pour le référencement, hein. Mais quand on l'utilise maintenant, et ça c'est de former les gens pour l'utiliser encore plus, pour se dire bah ça sert aussi, et principalement en fait le but, c'est pour une personne qui va utiliser un lecteur d'écran. Et ça, à partir de là, ça va devenir encore plus intéressant. Donc on va gagner en référencement. Et là, en fait, plus on va donner ces informations-là, même en termes de tout à l'heure, on parlait de navigation par clavier, donc le terme de comment est organisé le site web, toutes ces informations-là, Google, il la comprend mieux. Donc on va gagner encore plus. Alors il y a des effets de bord en termes de stats, etc. Mais on va gagner vraiment encore plus de référencement. Alors c'est pas énorme, on n'est pas là à faire, on vend pas de la perf à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça favorise. Et même par rapport à l'éco-conception, qui est un sujet de plus en plus important aussi, je vais prendre l'exemple de l'animation, des vidéos, etc., de la pollution numérique à ce niveau-là. Par exemple, nous, en accessibilité, on recommande, on n'a pas le droit aujourd'hui de lancer une vidéo sans que l'utilisateur le fasse. Ouais. Donc, on doit avoir un play-pause pour différentes raisons. Et en exemple, ça peut être une personne qui peut avoir des troubles épileptiques, une personne qui va utiliser un lecteur d'écran. Donc, est-ce que si jamais la vidéo qui a déjà un son va en permettre, va un peu polluer l'expérience utilisateur. Une personne qui a des troubles cognitifs, hyperactifs, etc., qui va pas pouvoir bien lire aussi. Donc vraiment, tout ça fait que on recommande, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir de la vidéo qui se lance automatiquement. Donc là aussi, on va pouvoir gagner en termes d'éco-conception, etc., et de se dire, on va charger la vidéo que lorsqu'on va la lancer, et pas automatiquement. Donc tout ça, en fait, mis bout à bout, fait que le sujet est en fait, il y a énormément de bienfaits sur de l'accessibilité. Et même en termes de parcours ou de taux de rebond, etc., c'est pour rentrer un peu dans la technique, un usager aujourd'hui qui va se présenter sur votre site parce que le parcours est clair, parce que c'est simple, va pouvoir très simplement se rendre sur la bonne page, aller sur la bonne action qu'elle veut chercher ou faire, et obtenir la bonne satisfaction in fine au niveau de son site. Ok, donc c'est encore un bel exemple, je trouve. Alors ça, pour le coup, ça rejoint aussi un sujet que j'aime beaucoup évoquer avec En Lumière, mais c'est le côté conception universelle. Et c'est-à-dire que là, je le retrouve aussi dans le sens où, effectivement, au début, on part de rendre un site accessible, donc on a tendance à dire aux personnes en situation de handicap, mais qui finalement profite à tout le monde, puisque le site se veut beaucoup plus clair, beaucoup plus simple à utiliser. Donc en fait, encore une fois, on a tendance à se dire ça part pour les personnes en situation de handicap, mais finalement, ça nous favorise tous. Et ça, c'est même pas que pour la personne. Pour ceux qui nous écoutent et qui se rappellent, à l'époque, quand on allait sur yahoo.fr ou sur d'autres moteurs de recherche, Google, là où ils ont été très forts, c'est que c'était un champ de recherche, 2 boutons, point. Ouais. Et aujourd'hui, on sait qui aujourd'hui est leader à ce moment-là. Et ça, c'est au-delà du handicap. C'est plutôt de la bienveillance, de la bonne intelligence. C'est quelque chose de très performant. Et c'est en ça que ça peut être hyper efficace et que ça peut être vraiment que bénéfique en fait pour tout le monde. Ok, donc non seulement pas une contrainte, mais en plus une plus-value sur le site. Ok, top. Et justement, tu parlais que c'est le milieu du web aussi, ça bouge beaucoup. Et en ce moment, donc, on voit l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que déjà tu commences à voir comment l'intelligence artificielle peut aider à rendre un site accessible? Est-ce que vous avez déjà commencé à le mettre en place? Oui, l'intelligence artificielle, c'est un sujet pour nous qui est hyper important. Déjà, nous, en tant que... nous, chez Accessiway, ce qui est important, c'est d'avoir le portefeuille de solutions le plus adapté à nos clients. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir la petite commune de 5000 habitants à l'entreprise qui va faire des milliards ou alors qui a des milliers qui a des enjeux qui sont plus importants. Donc, on ne peut pas proposer la même solution, elles ne vont pas avoir les mêmes ressources. Donc, par moment, oui, ça peut être pertinent que l'intelligence artificielle prenne le relais, même si elle ne doit pas être simplement la solution. Encore une fois, ça doit être un outil.
Ça doit être quelque chose qui va nous permettre d'améliorer ou de faciliter quelque chose. Et ça fait partie. Donc nous, aujourd'hui, on l'utilise quotidiennement déjà, que ce soit sur nos outils en interne, comment optimiser, comment à chaque fois améliorer nos process, comment gagner du temps, comment tester, accompagner aussi nos usagers, nos clients. Donc vraiment, ça, c'est hyper important. Et en côté de ça, on l'a aussi dans notre solution Access Widget, qui est une solution de surcouche qui va apporter aussi des fonctionnalités supplémentaires grâce à l'intelligence artificielle. Donc, elle va vraiment scanner le site web et apporter des fonctionnalités. Alors, pour info, enfin pour petite parenthèse, une surcouche ou une solution d'intelligence artificielle, ça ne va pas être une baguette magique qui va résoudre tout. Donc, elle ne va pas permettre la conformité, elle ne va pas permettre une expérience qui soit bien mieux ou bien meilleure qu'une recommandation humaine. Mais par contre, on va pouvoir petit à petit l'éduquer, en tout cas lui donner les bonnes pratiques à suivre. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, à défaut d'avoir que l'expertise humaine et qui va être limitée dans le temps, en compétences, aujourd'hui, on a un gros problème, c'est qu'on a très peu d'experts en France. Comme j'ai dit tout à l'heure, en termes de formation, etc. Donc, ça a amené à grandir, donc tant mieux. Mais on est encore limité par rapport à tous les sites qu'il faut faire et tous les outils. Donc, c'est de se dire comment avoir et comment aménager, comment allier le meilleur des deux mondes, en fait. Donc, comment éduquer et à former, en fait, cette intelligence artificielle pour appréhender les bonnes pratiques et les bonnes compréhensions. Donc ça c'était la petite parenthèse sur les objets de surcouche et de se dire comment elles vont pouvoir améliorer, mais c'est pas une solution enfin, et il faut pouvoir accompagner derrière et faire les tests utilisateurs, c'est hyper important. Et enfin, on va aussi utiliser, nous, l'intelligence artificielle pour, par exemple, tout à l'heure, on parlait de création de sites web, de création de composants, de création aussi de lorsqu'une entreprise a plusieurs dizaines de sites web, comment une personne elle va pouvoir tout contrôler. En plus de ça, l'accessibilité peut décroître dans le temps parce que les outils évoluent. Vous faites un audit d'un site sur une version de Chrome qui va utiliser tel ou tel outil et on se rend compte que le site ou la version du WordPress, pour rester très simple, n'a pas été à jour ou lui a été à jour. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent, donc il faut pouvoir prendre le temps. Donc là, on va utiliser aussi l'intelligence artificielle pour faire des scans, pour monitorer et traquer énormément d'écosystèmes digitaux pour permettre aussi aux personnes qui sont responsables de suivre ces écosystèmes, de contrôler, de monitorer, d'avoir un peu les petits voyants vert, orange, rouge pour se dire tiens, ce site a évolué, celui-ci est toujours aussi bien ou on peut améliorer. Donc ça va être une chose. Et aussi de se dire comment dans les conceptions, que ce soit sur un Figma ou lorsqu'on va développer un code, de se dire là attention, j'ai vu que tu as fait tel ou tel cri de contraste. Hop, je t'informe directement que le contraste il va pas respecter les réglementations. Là, la façon dont tu as codé tel ou tel élément, pareil, on sait que tu n'as pas pris en compte les enjeux de l'accessibilité. Donc encore une fois, c'est un outil supplémentaire qui a énormément de potentiel et qui peut devenir extrêmement puissant. Nous, notre mission, ça va être au contraire de essayer de l'impliquer au maximum, de l'éduquer, de le former et nous permettre en fait qu'il va gagner en qualité. Mais il faut jamais que ça remplace l'expérience utilisateur. Il faut jamais que ça remplace l'expertise humaine. C'est un outil supplémentaire. Et après, je pense que ça va être toujours sans cesse, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit avec Vision Pro ou d'autres, les outils vont évoluer, l'hardware évolue aussi. Donc, ça va être un sujet encore extrêmement passionnant sur l'accessibilité numérique et l'intelligence artificielle. Oui, c'est clair. Et puis notamment, les nouveaux outils, là, c'est vrai qu'en ce moment, on voit, je crois que tu l'as évoqué, le Vision Pro là, de Apple, hein, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un casque fait de réalité virtuelle donc on met sur la tête et sur lequel, en fait, littéralement, l'ordinateur est devant nous, devant nos yeux. C'est ça, c'est une expérience qui s'appelle spatiale. Ok. Donc ça va être, nous on l'utilise, enfin on commence à l'utiliser en termes pour bien anticiper et comprendre. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux en termes d'accessibilité qui sont déjà assez évolués. Donc je pense notamment on peut le piloter à travers simplement les yeux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Même si on doit associer à ça quelques gestes. Et après, par exemple, on se rend compte que le poids aujourd'hui de l'appareil est assez important. Donc il faut avoir une certaine capacité à pouvoir le maintenir et à se contrôler. Mais en tout cas, voilà, c'est des nouveaux éléments aujourd'hui d'expérience en termes du digital qui sont que passionnantes et qui, pour l'avenir, on sait que ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Maintenant, quid de voir comment on peut l'utiliser sans le sens de la vue, par exemple. Ouais, tout à fait, c'est ce à quoi je pensais aussi. Mais donc, comme voilà, tout à l'heure, tu le disais, effectivement, c'est quand même le client, c'est le web, et c'est vrai que c'est tellement en pleine évolution, que ce soit le web en lui-même, que ce soit les technologies sur lesquelles on peut y avoir accès, qu'il n'y a jamais moyen de s'ennuyer, quoi. Il y a toujours monter en compétence, il y a toujours des choses à apprendre. Tout à fait. Toujours des nouveaux défis d'accessibilité.
C'est ce qui rend passionnant. Et à côté de ça, on est sur un sujet aussi, le handicap aussi qui évolue, Bien sûr. la société aussi évolue, son regard vers le handicap évolue aussi. Nous, on est chez Accessiware, on a cette politique d'être extrêmement positif à ce niveau-là. Et on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent être améliorées, on sait que c'est compliqué, mais on a quand même envie lorsqu'on va voir un client ou une organisation publique, euh, leur faire comprendre que ça peut être que du positif, et pas simplement essayer de compliquer les choses. C'est important d'avoir cette vision. On a échangé avec Philippe Croison récemment, justement avec sa nouvelle application Very Important Parking. Et c'est vrai que il faut avoir toujours ce côté positif, même si c'est plus compliqué en réalité. Mais c'est important, surtout lorsqu'on va, nous, c'est ce que je te disais en off tout à l'heure, on fait beaucoup d'acculturation. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est l'accessibilité Ouais, bien numérique, sûr. des responsables digitaux, enfin vraiment. Et c'est pas grave, parce que si jamais ils n'ont pas été confrontés, enfin, c'est la faute à personne. Mais par contre, c'est vrai que c'est important, et souvent, enfin, moi, quand je demande est-ce que vous savez comment navigue une personne non-voyante, souvent, j'explique, et on fait découvrir cela, et ça, c'est assez passionnant. Et ce qui est important, c'est de faciliter cette transition. Parce que l'accessibilité, une fois qu'on l'a expliqué, elle devient évidente. Tout le monde veut le faire, mais pas tout de suite. Ouais. Donc nous, notre métier, c'est de se dire le pas tout de suite, le démontrer que si, en fait, il faut le faire tout de suite. Parce que c'est facile, parce qu'on peut trouver des solutions, parce qu'il faut l'amorcer, parce qu'il y a des intérêts, parce que énormément de parce que. Et des raisons, on en a. Mais on n'a pas le droit de se dire pas tout de suite. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est notre combat, c'est notre mission. C'est ce qui fait encore une beauté de notre métier. C'est-à-dire qu'on a Internet, on a un sujet passionnant, mais on a aussi cette mission qui fait que, bah oui, on tape aux portes, on informe, on doit faire bouger les lignes, mais l'accessibilité numérique, on doit le faire maintenant. Et ça, c'est hyper important parce qu'il est même déjà encore pas trop tard, mais il faut pouvoir l'intégrer dès le début. Et nous, on a des clients qu'on a informés ou qu'on a expliqué cela il y a un peu plus d'un an et qui reviennent que maintenant pour nous dire, bah voilà, on va le On refaire est le prêt, site. quoi. On Ok. est prêt, on va le refaire le site. On attaque avec vous, comment ça se passe. Donc c'est hyper important, voilà, de démonter un petit peu toutes ces... C'est pas ça peut être une énorme machine, mais à défaut de lancer une énorme machine, commençons étape par étape. Un premier audit déjà. Et peut-être qu'on va détecter une erreur critique, ce fameux CAPTCHA. Enlevons déjà le CAPTCHA. Et à défaut de révolutionner ou de rendre accessible 100% le site, au moins on aura changé ça. Et c'est petit à petit, en fait, qu'on doit faire ces petits combats. Oui, en fait, c'est un peu se détacher aussi de, comme tu disais tout à l'heure, en fait, très justement, de la note, au-delà d'avoir 100% sur ce fameux référentiel. Bon, bah, essayons, comme tu dis, petit à petit, on enlève quelque chose, on le modifie. En fait, comme tu dis, en fait, c'est l'utilisateur en lui-même déjà C'est qui ça. On a deux fait sujets. de... On a évidemment on a de la conformité à prendre en compte parce que c'est ce qui permet aussi de faire bouger un peu les lignes. Ouais, bien Si sûr. demain il n'y a pas d'amende, s'il n'y a pas de choses comme ça, il y a des gens qui ne vont pas bouger. Mm. Mais à côté de ça, c'est qu'un prétexte pour faire avancer en réalité l'accessibilité en elle-même. Et c'est vrai que c'est hyper important de comprendre sa note, de comprendre ce qu'on va faire et de se dire voilà, comment je vais la dupliquer dans le temps, comment je vais la faire maintenir et comment je vais pouvoir faire avancer les lignes. Ok, hyper intéressant. Bah, écoute, merci pour toutes ces informations. Moi, de mon côté, j'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, que j'aurais pas forcément évoqué Non, moi, en tout cas, merci, c'était hyper intéressant. C'était mon premier podcast, donc j'espère que c'était plutôt C'était top. clair. J'ai voulu garder quelque chose de très simple. Ouais. Nous, on sera présent aussi sur Inclusive Day. Trop bien. Donc, on va pouvoir évoquer. On a une conférence aussi, et ça, on pourra évoquer aussi sur sur qui peut être impliqué dans le sujet. Ça, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement riche qu'on parle aujourd'hui à des RH, à des responsables digitaux, Ouais, à bien sûr. des dirigeants d'entreprise, à des product owners digitaux, enfin vraiment RSE, et se dire communication interne, communication externe, compliance, enfin légal, pardon. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant et de se dire comment on peut un peu synchroniser, tout à l'heure on parlait de cuisine et chacun a sa spécialité, comment on peut synchroniser l'ensemble des missions et des talents côté client pour mener à la fois ce projet et qu'on pourra qui se retranscrit à travers ce fameux schéma pluriannuel. Donc c'est de se dire comment on peut démarrer, soit à travers une petite équipe dans l'entreprise jusqu'à l'intégrer à tous les process. Donc ça, on en sera ravi de pouvoir vous le présenter pendant Inclusive Day. Sinon, en tout cas, ravi d'avoir échangé avec vous. Bah, merci beaucoup. Merci pour toutes ces infos. C'était très clair. J'espère que ça l'était aussi pour
pour les auditeurs, mais effectivement, tu essaies d'aller à l'essentiel. Donc, je pense que c'est bon. Bah, écoute, Super. merci beaucoup. Puis je te dis à très vite. À très bientôt. Merci, Maxime.